vous écoute, monsieur le professeur, excusez-moi. Ok, merci beaucoup pour la traduction. Ça m'a fait aussi reposer un petit peu. Dans tous les cas, comme je disais, donc, si on parlait de cette particularité, c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de la notion d'incarnation, c'est tout simplement parce qu'on a les proverbes avec plusieurs structures. On a les structures simples et les structures composées. D'abord, comme je disais, si quand je dis des structures assémantisées, dans la mesure où ce projet, donc plutôt, donc, on va dire, le travail que je présente aujourd'hui fait partie d'un projet que j'avais développé en collaboration avec des collègues des hypermédias à l'Université Paris 8, dans le projet de GAPAI, ce qu'on appelait donc la gestion automatique des proverbes sur Internet. Et donc, il fallait constituer une base de données et à partir de là, donc, il fallait créer autre chose. C'est la raison pour laquelle je parle de sémantiser. Ça veut dire que voilà, on a une structure et donc ce qu'on a en face, par exemple, voilà, donc puisque on a, comme je disais, on a des proverbes à forme simple ou à structure simple et d'autres à forme composée, complexe ou composée, comme vous voulez, dans la mesure où c'est élargi. Donc là, j'ai commencé par les proverbes à forme simple. Ça veut dire que ce que vous voyez ici dans le premier diapo, plutôt dans le premier élément, c'est donc des proverbes donc, où il y a un nom, un verbe et un nom. D'accord? Autrement dit, si on parle des fonctions, donc sujet, verbe, complément. الاعتراف يهدم الاقتراف الهوى يقطع العقبة etc. Donc, après, donc, là, on passe, donc, comme je dis, donc, ce qu'on appelle des proverbes à forme simple, c'est comme quand vous dites la fin justifie le moyen en français, ou الغاية تبرر الوسيلة في بالعربية. Donc, je ne sais pas qui a emprunté à l'autre, mais dans tous les cas, donc, on sait que c'est un proverbe qui a un équivalent. Après, on a des proverbes, donc pareil, mais qui sont donc de la même forme, c'est qu'ils sont simples, sauf que donc الحياء من العياء من الإيمان, hein, donc أو الصلاح من النجاح, ok, où on a donc un nom plus suivi d'une préposition, d'accord, suivi d'un nom. Et donc, si on veut parler de sémantisation, donc ça sera un syntagme nominal plus une préposition plus un syntagme nominal, où il y aura donc déterminant plus nom, déterminant préposition, déterminant plus nom. C'est pour ça que je parle d'accord de sémantisation. Et c'est là où on voit d'accord le rôle de la donc et là, donc, comme je disais, donc, le rôle de la syntaxe, surtout des structures syntaxiques, et ce qui me renvoie aux travaux de Chomsky, toujours structure syntaxique. Et là, par exemple, où on prend voilà, un ensemble de proverbes qui commencent par donc, l'école, les muallimin ghalta, etc., où on a une préposition, plus un substantif, plus un déterminant, plus un nom, plus un nom, quoi. Le premier, donc, soit c'est avec, mais souvent, sans déterminant. OK? Et donc, c'est la raison pour laquelle on a mis le déterminant entre parenthèses. Après, on a, donc, pareil, donc on va donc, de plus simple vers le complexe. Et là, c'est là où on voit donc, que ça devient plus complexe. Et comme je disais, puisqu'il s'agissait de préparer, de montrer à celui, par exemple, même qui veut apprendre l'arabe, que, voilà, donc, par exemple, à la fin, puisque vous voyez le he, donc la damir, he, hein, genre man kathura lagatuhu, ok, et c'était une façon de montrer à celui qui apprend, qui veut apprendre l'arabe, d'accord, que à ce he, d'accord, est l'équivalent d'un pronom personnel. Après, comme je dis, donc on va toujours, donc on avait la préposition donc au début, plus la préposition juste entre deux éléments, et c'est là, donc, on a la préposition entre trois éléments, mais qui vient à la troisième position, quoi. D'accord? Et qui fait que l'apprenant comme le chercheur, d'accord, et aussi dans la mesure où le traitement outillé donc, va dans le sens où plutôt va adopter ce type de structure pour. D'ailleurs, ça peut même aider à la facilitation de la traduction, dans la mesure où, de toute façon, il faut définir
d'accord, les éléments d'accord, du corpus. Voilà, par exemple, là, on a toujours donc une structure qui commence avec un pronom personnel, man stara al-asada doher, man stahwa al-faras domir, etc., etc. Mais avec encore une forme construite à l'absent à la fin, quoi. Euh, Pareil, donc parler de cette interdisciplinarité comme la transdisciplinarité. D'ailleurs, je suis quelqu'un qui utilise les deux éléments dans ses recherches et non pas juste un. Comme je dis, donc si on parle de résultats, il fallait parler d'accord socio-économique, il fallait parler d'interdépendance. Si vous parlez de résultats dans voilà d'interdisciplinarité, si vous parlez de résultats pour la recherche, d'accord, on peut travailler avec les deux éléments. Et donc, on analyse dans ce cadre-là, donc on a une méthode, on a des hypothèses et on a des résultats et analyse de l'interprétation. Les hypothèses qu'on avait émises par rapport au corpus, dans la mesure où c'est vrai que comme je dis, puisqu'on a parlé d'une demi-heure d'ailleurs, c'est presque dépassé, d'accord, donc il fallait présenter le corpus et ça demande beaucoup de temps. Mais dans tous les cas, le corpus, comme je disais, il s'intéresse à la femme et son rapport avec l'homme et dans la culture marocaine, du nord du Maroc d'ailleurs, si on parle de précision, quoi. Donc, les hypothèses sémantiques qu'on avait proposées, il fallait, donc, hypothèse A, il fallait voir s'il y a une corrélation entre l'indice du proverbe ou le statut de la femme. Le deuxième, entre la dénomination de la femme et son image. La troisième hypothèse, la corrélation entre le sentiment de l'homme et son lien familial avec la femme. La quatrième, entre le statut de la femme et sa référence dans le proverbe. Et la cinquième, voilà, donc il fallait voir s'il y a une corrélation entre le statut de la femme et son image. Ça, si on veut parler d'accord des hypothèses sur le plan sémantique. Et c'est là où on parle de l'intradisciplinarité, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'intradisciplinarité. Avec ça, on a des hypothèses grammaticales. Et la première hypothèse, c'était de voir s'il y a une corrélation entre le statut de la femme et la liaison linguistique utilisée dans le proverbe, qui traite sa situation. Et la deuxième, c'était de voir la corrélation entre le statut de la femme et la nature du verbe utilisé dans le proverbe qui traite la situation de la femme. Et à la fin, donc, on a cette hypothèse rythmique, d'accord, qui voit s'il y a une représentation un lien ou une corrélation entre la représentation de la femme et la structure rythmique. Donc, cela, comme je disais, ça a été fait par le logiciel R. Et comme vous voyez, c'est que là où on a, donc, comme je disais, donc, on a essayé de voir donc, s'il y a une corrélation entre la représentation de la femme et la structure rythmique. Et comme vous le voyez, donc, il y a cette allitération ici et aussi à travers les répétitions et comment la rime, etc., etc. Et donc, puisque ça dépasse le 0,1, d'accord, ce qui fait normalement, ça devrait dépasser donc, 0,90, plutôt 0,090. Et là, comme on le voit ici, on est déjà 0,15, ce qui explique d'accord, cette valeur, ce qui valide d'accord, l'hypothèse rythmique, et ce qui fait que ce qu'il y a qu'il y a donc une corrélation entre la représentation de la femme contenue dans le proverbe, par le proverbe, et la structure rythmique de ce dernier. Après, on a essayé d'observer cette deuxième hypothèse, et donc là, c'est l'hypothèse grammaticale, et on a essayé d'observer, donc toujours d'une manière, comme je dis, donc informatique, et c'est là, c'est que c'est le logiciel qui travaille sur ça, et pas nous, sinon nous, on lui donne les données, lui, et il nous donne un résultat, quoi. Et donc, là, il y a eu tout ça, une corrélation entre le statut de la femme et la liaison linguistique utilisée dans le proverbe qui traite la situation. Et comme je disais, à travers, donc là, par exemple, on a un statut générique. Et là, comme je disais, donc là, par exemple, on a une liaison adverbiale, etc. C'est à travers la fonction de l'élément syntaxique dans la phrase, d'accord, qui qualifie cette femme ou qui lui donne une représentation, de toute façon, il la décrit, d'accord, on arrive à voir à juger de la corrélation non, entre l'élément à étudier et la discipline qui le traite par et le moyen aussi utilisé. Donc,
si on parle d'analyse et interprétation, donc on a pris donc les éléments suivants. Donc, lorsque la femme se trouve toute seule dans les expressions proverbiales, donc, et là on prend l'image. Donc, on a l'image de la femme mariée, l'image de la femme célibataire et l'image de la femme veuve ou des femmes veuves, que vous voulez. Et donc, les indices, donc pour la femme mariée, donc il y a des indices, comme pour la femme célibataire et la femme veuve. On a les indices affirmation de pratique, observation, fait référence à un avertissement, liaison linguistique sous forme de négation, le temps des verbes utilisés, etc. C'est ça qu'il y a souvent dans l'impératif, d'accord, quand il s'agit de donner, de parler, de s'adresser à la femme dans ce type de proverbe. D'ailleurs, comme je disais, donc, à la fois pour la femme mariée et la femme célibataire, il y a cet impératif qui ressurgit, mais qui est absent, d'accord, quand il s'agit de la femme veuve, peut-être parce que pour moi, d'accord, si on veut aller toujours dans le sens de l'interprétation, parce que de toute façon, puisqu'elle est veuve, donc elle n'est contrôlée par personne et donc il n'y a pas d'autorité qui peut la contrôler. Le deuxième élément, donc on a pris les proverbes dans lesquels l'homme s'adresse à la femme, soit en tant que mère, soit en tant qu'épouse, soit en tant que fille. Et donc là, on a vu autre chose, c'est que en tant que mère, c'est que l'homme donc plutôt pense à la dignité de la personnalité de la mère, d'accord. Et donc cette mère qui a plus de capacité par rapport aux autres. Et quand il s'agit de la femme, l'épouse, donc souvent, donc, on utilise l'impératif, mais souvent, pareil dans les proverbes, elle est donc discriminée dans la mesure où ici on parle d'humiliation et de toute façon, elle est représentée d'une manière négative. Après, quand il s'agit de la fille, et c'est là où on revient, c'est comme la mère, d'accord. Donc, il y a cette notion de dignité qui ressurgit, mais par contre, cette fille, elle à la fois, elle est responsable, doit être responsable, mais l'homme aussi doit être, d'accord, responsable de cette fille, d'accord, tout simplement parce que je pense que s'il y a aussi un lien avec l'autorité, et qu'il faut savoir conserver l'autorité. D'ailleurs, je pense qu'il faut revenir aux travaux que j'avais développés en 2004, etc., sur le cadre de la femme, les proverbes marocains. Et pareil, donc, dans ce cadre-là, on cite beaucoup les verbes sont souvent à l'impératif. Euh, pour conclure, je pense que c'est là où, comme ça, je vous laisse la parole, Ahmed, pour traduire. On peut dire que les pratiques interdisciplinaires, comme transdisciplinaires d'ailleurs, reposent sur une complémentarité entre outils d'observation, et ici donc d'abord le corpus, et de mesure des sciences humaines, ici la part immunologie linguistique, et des sciences de l'ingénieur, qui permettent le traitement informatique des données proverbiales. Donc, elles sont centrales dans les projets interdisciplinaires visant à utiliser les productions langagières et discursives et à en diagnostiquer les fonctionnements, voire le dysfonctionnement ou les dysfonctionnements. Ainsi, le recours à des outils des sciences dures, là je parle des sciences informatiques qui aident au traitement automatique des données, facilite la tâche aux chercheurs puisqu'il facilite l'accès à une meilleure découverte des critères et mécanismes commandant la structuration des formes et ou l'équation proverbiale, permettent aussi leur identification et leur différenciation les unes des autres, dans la mesure où je n'ai pas parlé des différences entre les locutions stéréotypées expressives, notamment les proverbes, mais peut-être dans une prochaine présentation. Et je laisse la parole au Dr Ahmed Shakir. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Donc, permettez-moi de traduire. Je vous dis sincèrement que c'est vraiment difficile à traduire, en fait, parce que vous avez des éléments techniques. Donc, j'explique, j'essaye de traduire. خب به خدمت آقای دکتر لشکر میگفتم که کلمات تکنیکالی که تو این پرزنتیشن داشتن بسیار پیچیده بود. حالا این قول رو از ایشون میگیریم که مطلب رو که ارائه کردند برای ترجمه انشاءالله بتونیم اقدام بکنیم. یک نمونه از کارهای مرتبط با تحلیل گفتمان بینارشته‌ای رو ارائه کردن که فرضیه‌های مختلفی داشت. حالا
4 فرضیه رو در نظر گرفته بودن: فرضیه‌های نشان شناختی، فرضیه‌های گرامری، فرضیه‌های ریتمی و بالا مورد 4م رو من پیدا نکردم الان توی گفتگو. Est-ce que vous pouvez passer en fait aux hypothèses? Parce qu'il y Repassez avait au... 4 hypothèses, oui. Sémanticale, grammaticale, rythmique et C'est le ça. quatrième. Non, c'est 3. بله 3 تا بوده. بله، نشان شناختی، گرامری و ریتمی. با یک نرم افزاری این تحلیل گفتمان رو بر یک پیکره از ضرب المثل‌های مرتبط با زنان و مردان انجام دادند در مراکش، که حالا تو مورد قبلی گفتم این مواردی که دارید می‌بینید مثل تقسیم بندی ضرب المثل‌هایی است که داره انجام میشه. ببینید ضرب المثل‌هایی که نشان شناختی هستن که نشون میده که بین ضرب المثل و حالا شخصیت زن یک ارتباطی برقرار هست، بین زن و تصویری که از اون هست، بین مرد و رابطه خانوادگیش با زن یه تصویری برقرار میشه توی تحلیل نشان شناختی، و تصویری که میان یعنی اون نگاهی که به زن و مرجعیتش در ضرب المثل ها هستش و حالا نگاه های دیگری که هست به لحاظ گراماتیکالی بررسی شدن، به لحاظ ریتمیک بررسی شدن و اون تحلیل هایی که شما در به صورت به قول معروف تحلیل داده ها و آنالیز ها دیدید به توسط نرم افزار انجام شدن بر روی نشانه ها، مرجع ضمایر، رفرنس هایی که انجام میشه و افعالی که استفاده میشه. حالا در این به قول معروف تحلیل چند نوع نگاه دخیل بود. نگاهی که بر فرد به مثابه کسی که متأهل هست، به مثابه فردی که مجرد هست، و حالا نگاه سپریشن بودش. و توی تحلیل یک آمدن این نشانه ها، مرجع ضمایر اینها رو بررسی کردن. تو تحلیل دو قسمت کردن: برای نگاه مادرانه و برای نگاه دخترانه. اونجا تأکید کردن در ضرب المثل هایی که بود. در نگاه مادرانه ضرب المثل ها بیشتر بر اصالت و توانایی تکیه می‌کردن. در نگاهی که به دختر بود بحث اصالت بود، بحث مسئولیت بود و افعالی که استفاده می‌شدن شکل امری داشتن توی اون افعال، توی ضرب المثل هایی که انتخاب شده بودن. و حالا اون قسمتی که راجع به همسر بود، افعالی که انتخاب شده بودن بیشتر فعل‌های امری بودن و راجع به مسئولیت و مسائل دیگه داشتن صحبت می‌کردن. و در انتها بحث حالا این که ما از نگاه بینارشته‌ای مشخصا در این پژوهش که سالها قبل انجام شده چه استفاده هایی کردیم، و در نتیجه گیریشون گفتن که ما از نگاه بینارشته‌ای توی این تحقیقی که خدمتتون ارائه شد تلاش کردن که از نگاه نشان شناختی، از نگاه جامعه شناختی، از نگاه زبان شناختی و به کمک ابزارهای انفرماتیکی که هستش استفاده بکنن و از اون طریق به ماهیت نگاه بینارشته‌ای میان حوزه‌های مختلف بپردازند و حالا با مثال‌های عملی که توش ارائه کردن بیشتر نیاز به بین رشته‌ای بودن در تحقیق‌های مختلف رو ارائه کردن و چشم‌اندازهایی که ممکنه مطالعات بین رشته‌ای ارائه بکنه در این حوزه رو برای ما نشون دادن. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Donc, je pense qu'il faut traduire en fait une partie de votre travail. Si c'est possible, ça sera génial pour les gens, les intervenants en fait qui viennent de l'Iran aussi, les Iraniens. Ils sont très intéressés parce que le sujet que vous avez travaillé, c'est un sujet
très similaire avec l'ambiance de l'Iran aussi. Ok, merci. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, je donne la parole à notre deuxième intervenant, Dr. Mohsen Rahmani Tabar. من صحبت رو به آقای دکتر رحمانی تبار میسپارم تا گفتگوی خودشون رو در حوزه حقوق و نگاه بین‌رشته‌ای خدمت دوستان ارائه بکنند. خب خیلی ممنونم. Bonjour à tous. Bonjour docteur Lashkar. C'est vraiment, on a profité d'une présentation très très particulière en fait, avec les théories, avec un regard très spécial sur l'interdisciplinarité. C'est vraiment, j'en ai profité et ça m'aide en fait pour entrer dans le domaine de droit et culture parce que vous avez parlé de techniquement de ce qui est en fait l'interprétation des proverbes même qui peut avoir des conséquences dans la culture et l'interprétation de la culture, je pense. Et droit aussi, il en profite en fait de la culture. Et c'est la culture qui nourrit droit et c'est le droit qui reflète en fait la culture. Et c'est exactement ce que je vais parler. Je vous remercie vraiment. Ça, c'est bonne préparation théorique parce que je rentre pas beaucoup dans la théorie. Directement, je vais à l'essentiel. Et je pense que le temps, c'est un peu limite. C'est pour cela j'essaie de faire une petite lecture français rapide et après, je vais expliquer aussi la même présentation en personne. Bon, parce que heureusement, j'ai préparé deux versions. Une version un peu détaillée de mon discours et une version plus courte. Alors, je vais passer deuxième version qui peut aider en fait de respecter le temps aussi. Bon, mesdames, messieurs, chers collègues, bonjour, bonne année 2025. Je vous adresse mes meilleurs vœux. En fait, pour commencer, permettez-moi de souligner une reconnaissance particulière qui marque cette année. Montpellier a été officiellement désignée ville de droit. Ce titre, bien plus qu'un simple honneur, reflète une histoire, une culture juridique exceptionnelle. Depuis la création de son école de droit au XIIe siècle jusqu'à son rôle actuel, terreau d'innovation juridique, Montpellier incarne une tradition vivante de réflexion sur la justice et la transformation sociale. Et bien sûr, l'Université de Montpellier a joué un rôle très important. Donc, je suis particulièrement honoré de prendre la parole aujourd'hui sur un sujet qui reflète l'esprit même de cette ville. L'interaction entre le droit, les sciences humaines et la société. Car le droit ne se limite pas à des règles abstraites. Il est aussi un miroir des aspirations collectives et un outil pour construire des sociétés plus équitables et durables. Mais quand le droit devient la culture, en fait, il y a une relation vivante entre deux. Le droit reflète toujours, d'une manière ou d'une autre, les tensions et les aspirations d'une société. Il n'est jamais statique, il évolue au gré des transformations sociales et culturelles. Mais il ne se contente pas de suivre en fait ces évolutions. Il les structure et les façonne, tout en puisant sa légitimité dans les valeurs collectives qu'il incarne. Un exemple concret de cette dynamique ici en Europe, au moins en France, c'est la lutte pour l'égalité. Les lois sur la parité et contre les discriminations ont, au fil du temps, modifié non seulement les institutions, mais aussi les mentalités. Ces principes de la parité, initialement imposés par le cadre juridique, sont devenus des normes sociales intégrées dans la culture collective.
De même, la lutte pour les violences conjugales, parce qu'on a parlé du rôle de la mère dans une famille, ce qui se passe au niveau de votre analyse. La lutte contre les violences conjugales montre comment le droit peut accompagner un changement culturel profond. Longtemps minimisé, ces violences sont aujourd'hui. En fait, on l'a considéré comme quelque chose qui arrive de sphère privée. Ces violences sont aujourd'hui reconnues comme un problème majeur grâce à des lois progressistes, des campagnes de sensibilisation et une évolution des perceptions sociales. Alors, ces exemples illustrent que le droit, lorsqu'il est en phase avec les attentes sociétales, peut devenir un moteur de transformation sociale et culturelle. Mais, à l'inverse, quand la culture devient une source de droit, en fait, la culture aussi peut nourrir le droit. Les lois ne surgissent pas dans un vide. Elles sont imprégnées des valeurs, des traditions, des pratiques partagées par une communauté. Je donne l'exemple ici, par exemple, un des penseurs, Pierre Bourdieu, dans son œuvre Les formes de capital, a démontré qu'il y a un des capitales, c'est le capital culturel, qui est constitué de normes, de savoirs, de symboles, qui jouent un rôle clé dans la légitimité et l'autorité de droit. Ou par exemple, en philosophie, la sociologie, la littérature structurent également la manière dont une société conçoit la justice. Qu'est-ce que c'est la justice? Je donne un exemple en droit islamique, par exemple, le concept de orf, la coutume, montre comment les traditions locales peuvent enrichir et adapter les cadres juridiques aux besoins spécifiques d'une communauté. Donc même les œuvres, par exemple, dans l'histoire, les œuvres de Saadi ou Rumi, je dis en résumé parce qu'il faut profondément enracinées dans la culture persane, résonnent avec des principes d'humanité et de justice universelle. Les célèbres vers de Saadi, dans son œuvre Golestan, ils disent « Les êtres humains sont les membres d'un même corps ». En fait, ces messages ont dépassé les frontières pour devenir un principe éthique universel. Ou en France, on voit dans l'histoire les philosophes des Lumières, tels que Montesquieu ou Rousseau, par exemple, qui ont également marqué l'histoire juridique. Leur réflexion sur la séparation des pouvoirs et la volonté générale que Rousseau, en fait, dans son livre du contrat social, il développe ce sujet, a posé les bases des démocraties modernes. Il illustre à quel point la culture peut structurer et inspirer le droit. On peut donner d'autres exemples aussi de la littérature, par exemple Victor Hugo, dans Dernier jour de condamné, contre la peine de mort. Bon, mais cette relation vivante, qu'est-ce qui va produire en fait? L'état de droit, un équilibre subtil et fragile. L'état de droit, fruit de l'interaction entre droit et culture, dépasse la simple structure juridique, il devient une vision collective de la justice, enracinée dans les valeurs, les aspirations partagées par une société. Ce processus repose sur un équilibre subtil entre tradition et modernité, entre enracinement local et principe universel. C'est dans cette transformation que réside la réponse à notre question principale. Le droit devient une culture lorsqu'il est pleinement intégré dans la conscience collective. Ce processus, cependant, n'est pas automatique. Dans certains pays, on voit que le droit n'a pas encore réussi à s'ancrer en fait, dans les pratiques sociales, les mentalités collectives. Il reste souvent perçu comme une imposition extérieure, déconnectée des réalités locales, ce qui engendre des résistances et des dysfonctionnements. Alors, pour remédier à cela, il est essentiel de construire une culture juridique
qui relie les normes avec la culture. Et bon, peut-être pour conclure, je passais très vite à tout ce que je voulais dire, mais bon, l'état de droit, pour être durable, doit être en dialogue constant avec les transformations sociales, culturelles et technologiques. Il doit évoluer en harmonie avec les attentes des citoyens, tout en préservant les principes fondamentaux de justice et d'équité. Ce n'est qu'à travers cet équilibre dynamique que nous pourrons espérer bâtir des sociétés justes, durables et profondément humaines. Ainsi, le droit ne peut rester figé. Il doit devenir une culture vivante, partagée et enracinée dans la conscience collective. C'est dans cette capacité à s'adapter tout en respectant ses fondements que réside la véritable force de droit et ce qui nous permettra ensemble de relever en fait les défis du présent et de construire un avenir meilleur. Bon, c'est l'ensemble en fait de la relation entre le droit et la culture, la place importante de la culture pour nourrir le droit et l'influence du droit dans la société et sur la conscience collective. Bon, merci. Je vais finir ici en français et j'essaie de redire tout ça de manière qu'il faut en fait en persan. به نام خدا، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. در خدمت دوستان هستم با یک موضوعی که میتونه بعد از صحبت‌های جناب آقای دکتر لشکر جذاب باشه، با توجه به اینکه ایشون در صحبت‌هاشون به صورت بسیار تکنیکی و تخصصی به مسئله زبانشناسی و حوزه تخصصی خودشون پرداختن که خب برای من هم خیلی جالب بود و اون قسمتی که خیلی میتونست کمک میکنه به من همین بحث نظری بود که در درک سری از مفاهیم و آنالیز ادبیات شفاهی داشتن که در حقیقت اینها به نظرم میرسه که از مسائلی هستش که میتونه پایه‌گذار یک فرهنگ باشه و یا اینکه تفسیر ما رو از یک فرهنگی به ما کمک بکنه. من در ابتدا سال 2025 رو در این موضوع تبریک گفتم و اینکه این یادآوری کردم که امسال شهر مونپلیه به عنوان شهر حقوق شناخته شده به خاطر اینکه سابقه تاریخی داره و سابقه فرهنگی در حقوق داره. تقریبا از قرن 12 دانشکده حقوق مونپلیه تشکیل شده و امروز یکی از موثرترین دانشکده‌های حقوق در فرانسه هستش. سوال اصلی من این بود که چطور میشه که حقوق از اون قالب خشک و قانونی تبدیل بشه به یکی از المان‌های تشکیل دهنده فرهنگ و رابطه این دوتا با همدیگه چگونه هستش. خب میدونید ما یکی از بحث‌های مهمی که داریم تحت عنوان فرهنگ حقوقی خیلی اهمیت داره در بیانش، از این جهت که این فرهنگ حقوقی در حقیقت نگاه ما رو به حقوق و نگاه ما رو به قانون شکل میده، چه در بعد قانونگذاری، چه در بعد عرف، چه در بعد رویه‌های قضایی و تفسیر قانون به ما کمک میکنه. این فرهنگ قضایی در حقیقت تفسیر این قوانین رو به ما کمک میکنه، چطور که یک قاضی بر نسبت به قوانین رو انطباق میده با شرایط موجود، چطور یک وکیل چنین میکنه یا یک مسئول دولتی و حکومتی میتونه این کار بکنه. و از طرفی مطالعه این میتونه نشون بده سیر تکاملی حقوق رو از زمانی که در حقیقت نسبت به یک تفکری قالبی مدل حقوقی خاصی اعمال شده بوده تا اینکه در طول زمان با تحولات فرهنگی و تکامل اجتماعی این موضوعات حقوقی تغییر میکنه. من برای اینکه مدلی رو بحث کنم که خب حقوق چطور تأثیر گذاشته بر یک جامعه مثل جامعه فرانسه یا اروپا و تبدیل به فرهنگ شده، مثالی زدم در رابطه با مبارزاتی که در رابطه با تساوی حقوق بود در اروپا یا در بحث خشونت‌های خانوادگی.
خشونت‌های خانوادگی میدونید تا سالهای سال به عنوان یه بخشی از زندگی خصوصی دیده میشد و نسبت به اون حاکمیت و قانون خیلی ورود نمی‌کرد و یک مسئله داخلی بود، مگر اینکه شدت ظهور و بروزش اینقدر بود که میتونست تاثیرات بیرونی خیلی شدیدی بذاره. اما بعد از اینکه قانونی برای حمایت از زنان در بحث خشونت‌های خانوادگی در اروپا شکل گرفت، امروز جوری شده که این به عنوان یکی از انتظارات جامعه شناخته میشه. یعنی امروز در وهله اول اصل بر این هستش که اگر یک خانومی از همسرش یا اگر مردی از زنش به اصطلاح به نحوی مورد تعرض فیزیکی یا روانی یا اقتصادی قرار میگیره، این باید مورد حمایت قرار بگیره. و حالا انواع خشونت‌های خانوادگی و اینها بحث شده و امروز این به عنوان یک فرهنگ در آمده و نمونه‌های این بسیار هستش. نمونه‌هایی که باز مثلا حالا اون طرفش هم بحث این که حالا اگر که حقوق ما گفتیم که در فرهنگ اثر میذاره، نقطه مقابل هم داره یا نه؟ که نقطه مقابلش هم بحث کردم، گفتم بله فرهنگ هم در حقوق اثر میذاره و مثالهای زیاد فرهنگی وجود داره که این مثالهای فرهنگی میتونه نشون بده که چطور دیدگاه‌های اجتماعی، دیدگاه‌های فلسفی، دیدگاه‌های تاریخی، دیدگاه‌های ادبی آمده است و تحول ایجاد کرده و این تحولات متولور شده در قوانین جدیدی. خب مثال زدم از یکی از جامعه شناسای فرانسوی به نام پیر بوردیو که کتابی داره به نام اشکال مختلف سرمایه که یکی از اونها سرمایه‌های فرهنگی هستش که مجموعه اون نرم‌های اجتماعی هستش که وجود داره و دانسته‌های عمومی اونچه که در این ناخودآگاه اجتماعی مردم وجود داره و چه نقشی داره این سرمایه فرهنگی در مشروعیت بخشیدن به حکومت قانون. و یا رفتم سراغ افراد مختلفی در مثالهایی را از ایران زدم که در فرهنگ ایرانی مثلا ما در بحث‌های حقوقی یکی از منابع حقوقمون عرف هستش. ما چه در حقوق خانواده چه در حقوق تجارت ببینیم که عرف که آداب و رسوم خاص یک منطقه یا یک موقعیت خاصی هست چه نقش مهمی داره و یکی از منابع حقوقی ما هست و در تفسیر بعضی از موضوعات ما مراجعه به عرف میکنیم. همچنین در ادبیات ما، ادبیات رومی، ادبیات جلال الدین رومی، مولوی و یا ادبیات مثلا مثال زدم از سعدی، جناب سعدی رحمت الله علیه که در گلستان اون عبارت معروف دارن که بنی آدم اعضای یک پیکرند و این عبارت دیگه در مرز ایران و در فرهنگ ایرانی و تمدن ایرانی و فارسی نیست، این در همه دنیا مرزها رو در نوردیده و به عنوان یکی از رفرنس های اصلی حقوق بشر در جهان بهش فکر میشه. در خود فرانسه هم شخصیت هایی رو مثل مونتسکیو داریم، مثل خدمتتون عرض کنم که ژان ژاک روسو داریم که خب بحثایی رو در بحث قراردادهای اجتماعی و در بحث روح قانون که روح القوانین در حقیقت که مونتسکیو بحث کرده راجع به جدایی در سیستم‌های قدرت، قوه قضاییه، مجریه و مقننه. و مثال هم زدم همچون از ویکتور هوگو در کتابی که داره در رابطه با آخرین روز یک متهم به یک محکوم به مرگ که چطور دفاع میکنه از چطور در مقابله میکنه در حقیقت با مجازات اعدام و تأثیراتی که در جامعه فرانسه داشته و نتیجه اون همین شده که خب امروز در فرانسه ما مجازات اعدام نداریم. به هر حال هر کدوم از اینها باشه، چه فلسفه، چه منطق، چه خدمتتون عرض کنم که علوم اجتماعی، چه ادبیات، ما میبینیم که اینها ساختار یک فرهنگ رو درست میکنن و این فرهنگ هست که میتونه تاثیرگذار همچنین در قانون باشه. اما جنبندیم روی یه مسئله هست و اون کشور قانونمنده، وضعیت قانونی، دولت قانونی، حکومت قانون هست که
شکل نمیگیره، چون حالت ایدئاله. حکومت قانونی یک حالت ایدئاله که در یک جامعه‌ای که در اون دیالوگ مستقیمی بین فرهنگ و حقوق وجود داره و دائمی و متناسب با تغییرات فرهنگی، حقوق هم متحول میشه و حقوق میتونه تاثیر بذاره در اینکه تغییرات فرهنگی ایجاد بشه. این تداوم این گفتگو باعث میشه که ما بفهمیم که کی حقوق بخشی از فرهنگ میشه و چگونه میتوان یک حکومت قانونی پایدار رو ایجاد کرد. پایداریش به همین هست که این ارتباط دائمی باشه و روی همین جنبندی کردم. حالا مثالایی هم زدم از تحولات اجتماعی، مثل تحولاتی تو حوزه هوش مصنوعی به وجود اومده، تحولاتی که در حوزه محیط زیست است و همه اینها نیاز به قوانین خودش داره. من برای اینکه کمترین وقت رو بگیرم تلاش کردم که مختصر صحبتم رو اینجوری عرض کنم. حالا اصل مقاله رو هم خدمتتون میفرستم که اگر خواستید بعداً ترجمه به فارسی بشه و استفاده بشه. در خدمتتون هستم.